Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Dordois, fondateur de Leocare. Leocare, c'est une startup en levée de fonds sur Cryptown. J'ai fait une autre vidéo d'analyse à froid de la startup que tu peux éventuellement aller voir avant ou après, comme tu veux. Et on va échanger sur Leocare avec Christophe pendant un petit moment pour parler de la startup. Avant de découvrir tout ça, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo, aucune interview, aucune analyse de startup, etc. Rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, c'est parti. Christophe, salut. Bonjour Gabriel. Ça va ? Merci en tout cas de venir jusqu'à nous, c'est gentil. Avec plaisir, donc on se trouve à un endroit qui s'appelle Plateforme 58, Tout à fait. qui est l'incubateur de la Poste. De la Banque Postale pour être Banque précis, Postale. c'est-à-dire que la Banque Postale a décidé, proche des métiers de la finance, d'avoir l'opportunité d'avoir à la fois des fintech et des usines sur tech dans le cadre de cet incubateur, à la fois pour rapprocher, je dirais, ces deux univers et aussi certainement de la porosité avec les managers et toute l'entièreté de la Banque Postale. Donc ils sont aussi eux présents ici ? Régulièrement des réunions, je pense, on voit en tout cas des managements. Il y a un certain nombre d'échanges, nous-mêmes, en tout cas des prises de rendez-vous et des échanges assez opérationnels. Voilà. Et il y a ma French Bank qui est la néo-banque de la Banque Postale qui est au 4e, au 5e étage de ce bâtiment. Et donc c'est vos bureaux aussi chez Leocare ? Alors, chez Leocare, on a à la fois, bien évidemment, la présence, on va dire, business, Leocare pour ses clients, et puis aussi InsurelyTech, qui est la structure technologique. Et donc, toute la structure technologique, ce sont des Bretons, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont présents à Rennes dans un lieu aussi d'incubation. Et la partie client, la partie marketing est présente dans ces locaux dont on a la chance de bénéficier. D'accord. Alors, donc il y a deux, et je l'avais effectivement vu sur ton LinkedIn pendant la vidéo, j'ai dit tiens, mais ça a l'air d'être la même chose, etc. Donc il y a deux structures. Tout à fait. Leocare et InsurelyTech. InsurelyTech est plus ancienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quoi l'enjeu finalement de l'assurance aujourd'hui ? D'abord, c'est d'être convaincu que l'assurance, en France en tout cas, dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est encore un peu différent, mais en France, le dernier secteur d'activité grand public qui n'a pas eu encore la digitalisation, c'est-à-dire qui n'a pas bénéficié du simple, du sans engagement, etc., c'est le monde de l'assurance. On l'a fait dans les télécoms dans les années 2000, on l'a fait dans le domaine du replay des médias, 2005. On a ouvert le marché en 2007 dans l'énergie, on a fait la grande distribution, on a fait la banque. Et donc finalement, aujourd'hui, l'assurance, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on paye, donc on ne comprend pas forcément pourquoi on paye, donc beaucoup d'opacité. On comprend surtout qu'on n'a pas de service, sauf un jour où on a un problème, c'est-à-dire sous les 5 à 7 ans, ça s'appelle une assistance ou une demande de gestion de sinistre, et sans aucune interaction de la marque vers le client. Donc à l'heure où finalement on est digital, on est flexible, on est à la demande, on est autonome, l'assurance en est très proche. Et donc pour répondre à ça, il y a bien évidemment deux enjeux. Il y a l'expérience client, il y a ce que le client a besoin pour comprendre et ce qu'il a dans la poche, et il y a les technologies sous-jacentes qui permettent de répondre à ça. Et donc nous, dans notre structuration, on a décidé de servir le client par un enjeu réglementaire, c'est-à-dire d'être oriacé pour être courtier, c'est Leocare, et de répondre à la problématique technologique, c'est InsurelyTech. Vous avez fait deux, d'accord, séparé en deux, la partie techno et la partie, d'accord. Tout à fait. Comment tu expliques, s'il y a une explication simple, que du coup ça a été créé avant ? Parce que vous avez d'abord... On a d'abord fait les technologies, c'est pour ça que InsurelyTech a été créé avant. Donc les fondamentaux, que ce soit le back-end, que ce soit donc le SI métier avec un partenaire ADN, que ce soit le front évidemment client, que ce soit la partie conseiller. Il faut bien voir que le monde de l'assurance, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible et c'est ce que nous on cherche dans l'aspect digital, c'est-à-dire d'un seul coup d'un seul, c'est simple. Je prends mon téléphone, en 45 secondes, j'ai mon devis, en 5 minutes, je suis assuré. Et puis aussi, je peux modifier. Le jour où j'ai un problème, je ne cherche plus le numéro de téléphone, je sors, je clique et je suis disponible. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais tout le savoir-faire de Leocare et l'enjeu, pour faire cet aspect temps réel, il faut avoir quelque chose qui est très important, c'est-à-dire une plateforme assurantielle tournée client. Je m'explique. Tous les acteurs du marché aujourd'hui ont une plateforme de SI tournée risque. Elle est tournée bien, qu'on soit... quel que soit le grand acteur, mutualiste ou assureur ou banque assureur, il y a une plateforme qui décrit des biens avec des garanties, avec des franchises, etc. Et il ne connaît pas le client. Ça veut dire que la culture, comme on dit CRM, elle vient très souvent lorsque le marché change. Prenons l'exemple de l'énergie. Il n'y avait pas de CRM chez un grand vendeur d'énergie. Et le jour où il y a eu l'ouverture du marché à la concurrence, on est passé d'un modèle de consommateur d'énergie à un modèle de client,
avec du churn, voilà. Et ça nécessite de mettre en place des enjeux. Donc c'est pour ça que vous avez commencé par ça. Pour ça qu'on a commencé par mettre en place les fondamentaux, la partie immergée. Il y a aussi tout un ensemble de process, puisqu'on travaille avec des porteurs de risques, donc il faut pouvoir aussi respecter des enjeux réglementaires. Donc tout ça, c'est un travail important de bout en bout par une plateforme technologique. Est-ce qu'au moment où vous avez créé InsurelyTech, vous aviez déjà la vision de LeoCare et de la partie application et de la partie flexibilité, ou est-ce que c'est venu après du coup? On avait déjà la vision de LeoCare. Ce qui a évolué dans le temps, c'est finalement la cible. C'est-à-dire qu'on a toujours construit cet aspect technologique pour avoir cette simplicité, cette flexibilité, cette transparence. Ça, ce sont les fondamentaux et c'est notre vision de l'évolution de l'assurance. Par contre, la cible, qui a d'abord été plutôt très jeune, et on s'est rendu compte assez vite que finalement les jeunes ne choisissent pas leur assurance. La première assurance est souvent faite par les parents. Donc il y a un âge quelque part où l'assurance devient un vrai sujet. Il y a aussi le fait de répondre à du mass market, entre du digital active et digital native. Et c'est aussi pour ça que ceux qui ont pu suivre l'histoire LeoCare, on a démarré en 2017 avec une baseline de LeoCare qui était LeoCare, à nous d'assurer. Parce qu'on trouvait ça joueur, le double jeu. Mais quelque part, c'est bon quand on a peut-être un peu plus jeune, ça plaît peut-être moins en fonction de l'âge. Donc on s'est dit que c'était pas le bon. On est passé par LeoCare assurance à la demande. Pourquoi on est passé par LeoCare assurance à la demande? Parce que vidéo à la demande. Et parce que, à tort, on s'est dit qu'assurance à la demande permettait aux gens de bien comprendre que dorénavant, c'était flexible. Et le problème, c'est que le mot assurance à la demande a mis en tête des gens de penser qu'on pouvait on-off son assurance, ce qui est illégal. Une assurance voiture, même lorsqu'elle reste dans le garage, elle est obligatoire. Il y a Sur toutes les assurances, c'est obligatoire ça? Alors, en tout cas, l'IRD, c'est comme ça. Donc en effet, ma voiture, elle reste dans le garage, elle roule. Je peux faire monter les garanties différemment, dit autrement le tiers et le tout risque, ce qu'on appelle techniquement la RC, la responsabilité civile. Elle doit toujours être présente sur le véhicule, alors qu'après, le brise-glace, etc., c'est un vrai choix par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a changé et qu'on est devenu aussi LeoCare Assurance. Ça, c'est la nouvelle baseline. C'est la nouvelle baseline. C'est plus simple. On peut même partager avec ton audience et tous ceux qui te suivent que pour la rentrée, il y aura une nouvelle baseline qui sera en exclusivité. Génial. Je te la partage en exclusivité, bien évidemment, pour te remercier. C'est que, on le dit aussi forcément sur le site, c'est qu'on cherche à faire enfin rassurer LeoCare, enfin rassurer. C'est-à-dire enfin rassurer parce que c'est pas parce qu'on paye, comme l'assurance n'est pas toujours très facilement compréhensible, parce qu'il y a beaucoup de petites lignes, parce que finalement, on paye un service et parce qu'on prend une grande marque, on se dit que ça va bien se passer. Mais on n'a pas de certitude par rapport au process, au service que l'on vient d'acheter. On se dit que parce que c'est un grand groupe qui existe depuis 50 ans, alors il va être là. Mais le process en lui-même, la façon dont je vais consommer mon service, j'espère que ça va bien se passer, sauf si j'ai déjà fait une fois. C'est pour ça qu'on veut travailler sur LeoCare enfin rassuré, puisqu'on a affaire assuré correctement, on personnalise, on choisit ses garanties, on choisit et on est rassuré parce que LeoCare est quand même la seule assurance qui permet au moment même où je suis assuré, j'ai deux fonctions qui apparaissent, assistance et sinistre. C'est-à-dire que contrairement à n'importe quelle assurance où finalement j'achète un service et je me dis que en gros je comprends peut-être ce que je vais devoir faire, là j'ai directement en temps réel les deux services clés que je peux même tester pour voir si quel était le service associé. Mais avec une assurance concurrente, au moment où tu es assuré, tu peux aussi appeler. La différence, c'est que sur le smartphone, c'est ça. Ce qui se passe souvent, c'est que j'ai une verticale qui me vend un produit, j'ai une autre verticale qui va venir gérer l'assistance, et j'ai une autre verticale qui va gérer mon sinistre. Ah oui, c'est pas... D'accord. Oui, parce qu'ils ont grossi, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tout petit. C'est pas tout petit ou tout gros. Ouais. Ça, là, qu'on soit 100 000 ou 10 millions d'assurés LeoCare, ce sera toujours ça. Voilà. Alors, ça sera toujours la même justement, parlons. Alors ça, c'est la transition parfaite avec la question que je vais te poser après. Donc ça, c'est un peu comment tu décris LeoCare, et je te remercie de cette présentation. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez quel service vous voulez proposer à vos clients? Et c'est très bien de vouloir proposer un service immédiat, simple, sans engagement. Très bien. Tu présentes ça en disant on a eu la flexibilité, la mobilité dans la banque, dans les télécoms en 2000, etc. Et tu dis on l'a pas dans l'assurance. Qu'est-ce que tu répondrais si je te disais que en fait on l'a déjà dans l'assurance, que ça s'appelle Alan et que ça s'appelle Luco? Tu as vu que Luco en ce moment ils sont dans le métro parisien. Je trouve pas du tout moi que c'est une mauvaise chose de dire on n'est pas les seuls. Je trouve ça très bien que tu aies des concurrents. En revanche, quand je t'entends dire on est les seuls et ça n'existe pas, je suis obligé de te répondre en fait ça y est, il y en a qui sont dessus. Tu es d'accord? Tu as parfaitement raison. Alors, premier point, Alan et l'équipe de Jean-Charles Samuelion ont fait quelque chose de très bien, mais c'est dans la santé. C'est pas le même. C'est dans la santé et c'est plutôt indépendant TPE, PME. Donc,
c'est pas le même enjeu. Ça n'a rien à voir en termes de produits, en termes d'enjeux réglementaires, etc., etc. C'est des choses totalement à part. Donc, comme si on parlait d'une autre société qui s'appelle Plus Simple, qui a aussi digitalisé le parcours, mais clairement en B2B. Donc, on va se concentrer sur l'enjeu du B2C. Toi, tu vas être le Alan du B2C, voiture. Voilà. En tout cas, Alan a encore beaucoup de choses à prouver sur son marché, encore beaucoup en termes de volume client, etc. Ils sont pas mal, ils sont mieux que Leocare aujourd'hui. Ils sont mieux que Leocare aujourd'hui. Pour l'instant, mais je vous souhaite de les dépasser. Exactement. Non, ce que je dis surtout, c'est qu'il y a un changement profond qui s'est opéré dans toutes les révolutions digitales. Aujourd'hui, a-t-on fait un changement profond de révolution de la santé? La réponse est non. C'est-à-dire que ce qui était apporté dans le parcours client, c'est indéniable. InsurlyTech à ses salariés chez Alan. Donc je peux notamment, en tant que patron de cette entreprise, m'exprimer sur tout ça. Mais donc, ils ont fait la même chose. Enfin, tu dis rien n'a changé. On a digitalisé le parcours client, mais en termes, est-ce qu'on rembourse les lunettes pareilles, est-ce qu'on fait les dents, etc. Oui. Donc il n'y a pas eu un changement sur le produit, il y a eu un véritable changement sur la facilité. Et autrement, quand on rajoute un salarié comme nous, dorénavant on donne juste un mail et en effet Alan travaille tout pour nous, ce qui est extraordinaire en termes d'optimisation. Quand vous voulez aller plus loin, pas seulement changer la communication, pas seulement changer l'expérience client sur cette phase, on va dire, d'activation et de souscription, mais aussi faire que l'assurance n'est pas simplement celui vers lequel je vais en cas de problème, mais celui qui me fournit enfin des services dans mon quotidien et qui me montre en quoi il y a de l'interaction. Je vais prendre des exemples très concrets. Par exemple, lorsqu'on est chez Leocare, on veut activer son assurance auto, on va prendre son permis, sa carte grise. Eh bien nous, on prend en compte le timbre de date de contrôle technique et 3 mois avant, je te préviens, pour t'éviter une vilaine contravention parce que tu l'as oublié et on n'est pas tous les jours, bien sûr, sur le nez de la carte grise. Aujourd'hui, ça coûte très cher et en plus, ces contrôles techniques ont évolué. On lance au mois de novembre, là aussi, c'est lié aussi à cette levée de fonds et c'est aussi aller vers ce côté serviciel, un service de prévention qui fait tout simplement quoi? Qui fait qu'à partir du moment où je suis chez Leocare, on récupère les données qui sont très importantes, qui sont les données d'accidentologie. Le corporel, les points GPS des corpos sont de l'open data fourni par le gouvernement, par l'État. On mélange le trafic, on mélange la météo, on mélange mon temps de conduite, le fait qu'il ait plu ou pas le matin. Et mon assurance me dit, attention Gabriel, tu es dans un contexte avec un risque. Nous te recommandons la plus grande vigilance. Voilà. Donc c'est du push de petites infos en utilisant la data. Exactement. C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, révolutionner l'assurance, c'est certes simplifier des choses qui sont quand même pas les plus agréables, papier, administration, opacité, etc., etc., mais surtout amener de la vraie proximité. Et c'est ça qui pour moi est un véritable enjeu et une vraie rupture, qui est que l'assurance n'est plus simplement quelque chose on va dire, face aux aléas de la vie, mais c'est un vrai enjeu de proximité et de prévention. Voilà ce qu'on est en train de construire. C'est le petit plus de votre assurance, c'est la digitalisation comme les autres, et en plus, c'est des services. C'est des services. Le fait tu appelles ça des services, mais on est d'accord, les exemples en tout cas que tu m'as donnés, c'est des push, de l'enrichissement de données. C'est pas juste des push, puisque c'est lié à c'est un service gratuit. Nous, notre vision des choses, c'est que l'assurance va amener de plus en plus de services, ça doit être inclus dans le prix. Nous, ce qu'on aime bien faire comme analogie, on est plutôt dans les télécoms, et ce qu'a fait Free, il faut le reconnaître, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on a fait du triple play, on s'est appuyé sur des technologies, et on a amené de plus en plus des services. Alors peut-être de temps en temps, c'était, comme tu dis, du push, de la notif, mais tout ça, c'était gratuit. S'enrichit. Et on s'enrichit. Donc on a fixé un 29,90 à l'époque, et derrière, on a amené de plus en plus de services. Pourquoi? Pour faire que si je changeais, la question était, est-ce que j'étais servi ou pas? Et ça, pour nous, c'est important parce que la France a connu 3 étapes dans l'assurance. Celle historique que l'on connaît d'après-guerre, qui était publique et qui est devenue privée, etc. Donc ce sont les mutuelles, puis les assurances, banques assureurs. Le deuxième avec l'arrivée de l'Internet, les assureurs en ligne, qui ont fait un magnifique travail, les Direct Assurance, Assupipol, etc., qui ont fait un travail sur le prix, point, ce qui est beaucoup, mais sur le prix. Et le marché français est un des marchés les plus bas au monde en termes d'assurance. Donc toute révolution n'amènera jamais moins 50%, moins 100%, parce que sans rentrer dans les détails, si on analyse le fameux S sur P, qui est quand même la rentabilité d'un programme d'assurance, au regard du prix où on est aujourd'hui,
Voilà. Donc de toute façon, le combat Tagadac à 50 ou 100 ou 5 euros par mois, pour nous, l'enjeu, il n'est pas là. Et en plus... Donc vous ne serez pas les moins chers. On est les moins chers. Ah, vous êtes les moins chers quand même. Mais il y a deux choses. Incroyable. Est-ce que c'est intéressant d'avoir des clients qui viennent parce qu'ils veulent le confort, ils veulent la sérénité, ils veulent la simplicité, et bien évidemment, c'est grand public, donc il faut être compétitif en termes tarifaires. Ou est-ce qu'ils viennent par l'amont? Ceux qui se sont positionnés uniquement sur le prix, est-ce qu'ils ont eu des parts de marché? Est-ce qu'ils ont explosé les parts de marché? Dit autrement, est-ce que par la rupture des prix sur le marché français, on a fait le Netflix de l'assurance? Non, puisque les assureurs en ligne ont 5, 6, 7% du marché et ils restent dans cette bulle de verre. Donc ça veut dire que la course uniquement au prix montre que ça n'a pas changé radicalement. Enrichir. Voilà. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, et c'est ce qu'on voit avec nos clients aujourd'hui, c'est qu'il faut bien évidemment changer de paradigme, c'est-à-dire cette compréhension, cette simplicité, être compétitif au sens tarifaire. Je peux te faire une assurance à 10 euros si tu veux. Le jour où tu auras un problème, peut-être que tu vas te retourner contre nous en disant vous êtes des gars, c'est pas sérieux. En tout cas, c'est pas ce que j'avais compris, ce qui est un peu différent. Donc, dans le monde de l'assurance, les gens comprennent qu'il y a le prix et qu'il y a les garanties. Et tout l'enjeu est la bonne complémentarité, le couple entre couverture, garantie, franchise et bien évidemment la différence tarifaire. Okay. Donc, c'est un vrai choix, d'abord de convaincre par la simplicité, par le parcours client, et finalement de découvrir que c'est moins cher ou au même prix que ce que j'ai aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, pardon, j'enchaîne là-dessus. Donc tu m'as dit qu'en novembre tu voulais sortir le truc de la carte grise, de machin. En septembre, on change pour le planning. En septembre, on change totalement d'univers. Donc vous découvrirez à la rentrée. Tu parles un peu de graphisme, du brand, ça, d'accord, du branding, tout. Très bien. Le site internet, tout changera. Très bien. En octobre. Donc là, ça c'est le t-shirt actuel. Hein, c'est le t-shirt actuel. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je pourrai montrer après, mais voilà. En octobre, une vraie demande de nos clients, puisqu'on va sur l'aspect notre vision un peu triple play à nous, auto, habitation, d'euros. D'accord. Et après aussi un certain nombre de services en temps réel. Je voulais te demander donc les fameux services, les petits trucs en plus. Donc tu parles du renouvellement 3 mois avant, etc., qui sont très pratiques. Aujourd'hui, là, juillet 2019, il y en a pas. Aujourd'hui, sur la partie reconnaissance carte grise, si. D'accord. On intègre ça. Donc c'est le push qui dit 3 mois avant, attention, voilà. Ça, d'accord. C'est le seul. C'est le seul aujourd'hui concrètement dans la main. Après, ce qu'on donne dedans, pour le coup, la flexibilité est disponible. Je te laisse repartir avec ma voiture, je prends mon assurance, je vais prendre ton prénom, ton nom, ton mail, prendre en photo ton permis, et t'es parti, t'es serein. Et je suis serein par rapport à ce qui va se passer. Donc il n'y aura pas de surcoût, pas de surprime, etc. Pas de surfranchise, etc. Donc aujourd'hui, c'est là, c'est un point. Alors moi, tu sais, j'ai émis un certain nombre d'objections dans la vidéo et je pense qu'on est là pour en parler aussi. Exactement. Ouvertement et te donner un droit de réponse et réfléchir ensemble à tout ça. Et un point qui m'a un petit peu surpris, c'est que donc j'ai cru voir que vous aviez fait une levée de fonds de plus d'1 million d'euros en 2017, c'est ça? Voilà, ça c'est 1,280. Voilà, presque 1,3. Par rapport, en face de ça, j'ai vu le nombre d'utilisateurs actuels que j'ai trouvé, moi, peut-être que je me plante complètement, que j'ai trouvé assez bas. Est-ce que, et c'est pour ça que je t'en parle maintenant, est-ce que le fait que vous soyez déjà, est-ce que tu as le droit de me dire non, je suis pas d'accord, il est pas bas parce que pour telle raison ça c'est beaucoup, et je serais ravi de l'entendre. Mais est-ce que c'est parce que aujourd'hui vous êtes une assurance finalement encore aujourd'hui pour l'instant assez semblable aux autres et que finalement les améliorations dont tu m'as parlé, et je suis sûr qu'elles vont intéresser des gens qui sont des petits trucs en plus, vont arriver plus tard. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons qui a été le frein de votre croissance, ou est-ce que tu penses que la croissance va très bien? Aujourd'hui on fait plus 12% d'une semaine sur l'autre. D'accord. C'est très bien, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est chouette. L'enjeu, c'est que pourquoi, avec Noureddine Bekra, on s'est lancé dans Léo Care? 3 choses. Le réglementaire, l'appropriation des usages et la barrière technologique. C'est les 3 éléments qui ont décidé toute l'équipe de partir dans ce projet. La loi Hamon, aujourd'hui, elle augmente la résiliation des montres, et je pense que la seule référence, ce seront les chiffres de la Fédération française de l'assurance, atteindre d'à peu près les 16%. C'est-à-dire qu'en 3 ans depuis la loi Hamon, on est passé de à peine 11, 10, qui était quelque chose d'assez technique, à presque 15. Et ça va continuer. Donc, il y a plusieurs choses dans cet élément de maturité. Il y a d'abord la prise de conscience des gens qui peuvent changer dorénavant quand ils le souhaitent. On pense qu'aujourd'hui, il y a entre 80 et 85% des gens qui ne le savent même pas. En tout cas, qu'ils ont entendu parler, mais voilà. La résiliation chez Léo Care, dans l'application, c'est le nom de l'ancien assureur et c'est son numéro de contrat.
c'est terminé. Le reste, entre guillemets, c'est pour nous. C'est vous qui gérez. Donc ça semble à peu près viable, c'est pas administratif, on n'a pas besoin d'aller chercher un certain nombre de choses. C'est le même genre que les mobiles, la telco et tout. Voilà, alors, c'est très simple. On n'y est pas encore. Ça va répondre à ta question. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on fait une résiliation amont, donc je suis dans l'application, j'ai choisi LeoCare, je vais rentrer le nom de mon ancien assureur, mon numéro de contrat. C'est LeoCare qui va prendre le mandat pour demander à mon assureur actuel d'attester par ce mandat la demande de résiliation, qui a 30 jours pour dire à notre nouveau client, j'ai bien pris en compte votre demande de résiliation et votre contrat prend date à telle fin. Et le cas échéant, je dois vous rembourser proportionnellement à la date de fin un montant. Si on regarde le monde des opérateurs, je pense qu'un jour on y arrivera, mais on en est encore très loin. Ça va plus vite, ouais, c'est ça. Quel est le sujet? C'est que finalement, c'est immédiat par les plateformes, par la portabilité. Et puis surtout, le remboursement, il est aussi beaucoup plus rapide. Et la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que celui qui est prévenu que cette résiliation est bien faite, c'est le client final, et pas celui qui a émis la résiliation. Donc, je pense qu'on va simplifier un peu le process et ça amènera encore un peu plus de dynamisme. Ça, tu penses que c'est un vrai frein? Le mec, il dit « Ah oui, mais comme ça va prendre un mois, je vais pas le faire. » Je suis pas sûr que ce soit hyper... Ah ouais? Alors, parce qu'il faut bien voir d'où on part dans la... Alors, le monde de l'assurance a des spécificités locales. En France, on a ce qu'on appelle la tacite reconduction. En Angleterre, il n'y a pas de tacite reconduction. C'est moi qui dois reconduire. Et si je ne l'ai pas fait, bonjour les conséquences. D'un côté, je crois que c'est 60% du trafic qui passe par les comparateurs. En France, on en est très 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 loin. Donc il faut voir que chaque pays a sa réglementation, a son historique qui est très différent, et en plus avec des tarifs très différents. C'est aussi lié beaucoup à leur modèle. Donc la France aujourd'hui, qui était quand même un des derniers de la classe, il faut le dire au niveau européen, par rapport à cette mise en concurrence et par rapport à cette évolution des services, fait que finalement, en plus, je n'avais pas de contact avec mon assureur. C'est pas comme s'il y avait une prise dynamique. L'assurance, c'est quoi? C'est un papier vert que je mets dans un classeur, que je pose, que je paye tout le temps. Et en gros, si c'est mal passé quelque chose, c'est là où j'ai envie de changer. Entre les deux, ils ne m'ont pas démontré des choses finalement intéressantes qui me donnent l'intérêt de m'y consacrer. Donc c'est pour ça qu'il y a une courbe, il y a un peu une inertie par rapport à ça. Comment tu vas combattre ça alors? Parce que c'est un point très intéressant que tu soulèves. Tous les gens qui sont assurés, ils n'ont pas de problème. Ils payent tous les mois, ils n'y pensent pas, ça se passe bien. Et donc, pourquoi ils viendraient chez toi finalement? Exactement, pourquoi changer? Parce que de plus en plus, la vie est un peu folle et rapide, et encore plus dans le monde urbain. Je prends un exemple très concret. À Paris, mais dans d'autres grandes villes, il ne faut pas avoir un parisianisme aigu. Au moment où j'ai mon logement, je galère pour justifier que je peux l'avoir, et quand je l'ai, il faut déjà même qu'il soit déjà assuré avant même que j'aurai de rentrer. Tout est rapide et un peu fou. Eh bien, au moment où j'ai ça, il est peut-être 19h15. Pas de chance, mon copain courtier, lui, il est parti travailler. Même à 23h52 le dimanche, parce que j'ai oublié de le faire. Avec LeoCare, je le fais. Je viens d'acheter une voiture, je suis devant chez Aramis Auto. Et je suis même venu, parce que on a quand même plein de clients qui sont devant leur voiture et qui s'assurent. Voilà, donc il y a une véritable évolution sociétale dans la façon de consommer les choses. Donc toi, tu as une vraie réponse pour les gens qui ont besoin d'immédiateté. C'est genre, il est 23h52 le dimanche, là, je peux compter sur LeoCare. Je peux compter sur Comment tu fais pour les 99%, tous les autres, pour leur dire, venez chez LeoCare? J'imagine que c'est ton but de faire venir les gens chez LeoCare. Comment tu fais, eux, pour les... Aujourd'hui, LeoCare, c'est 32% d'acquisition client par de la résiliation. Et c'est donc plus de 70%, un peu moins de 70%, 69%, 68% par de l'acquisition pure. Ça veut dire qu'on a un tiers, on va faire simple, des gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont décidé de quitter leur assureur avec le même bien. Et on a deux tiers des gens qui viennent chez nous parce qu'ils déménagent, parce qu'ils ont vendu leur voiture, parce que, etc. Ils sont nouveaux. Donc c'est ça ta réponse. À chaque fois que quelqu'un va changer de voiture ou de logement, bien évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va l'attraper. Ça sera beaucoup plus simple dans des moments de rupture clés que de faire basculer finalement un jour. Par contre, ce qui se passe, c'est que, et je vais répondre par rapport à ta question sur la concurrence sur le marché français, quand on change quelque part de monde ou de mode de fonctionnement, on a un peu de mal à laisser un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Je m'explique. C'est un peu bizarre d'avoir sa maison dans l'aspect digital et de garder sa voiture dans l'ancien monde. Et là où attraper un et tu vas tout avoir. Et là où la réponse est intéressante, c'est que pour pouvoir traiter l'offre dans sa globalité, bonjour,
c'est que finalement, au moment où je m'interroge, nous, on a 87% des gens qui viennent sur les Léocare qui font les 2 devis. Ils viennent par un et en fait ils viennent par l'auto, etc. Ouais. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'ils viennent parce que peut-être qu'ils changent de maison, ils déménagent, ou ils changent de voiture, ou peut-être qu'ils se posent des questions sur la valeur, ils veulent changer des choses. Et naturellement, ils ne bougent souvent que s'ils estiment que les deux ont du sens. D'accord. Ils ne vont pas laisser un ou l'autre. Et donc ça, c'est un avantage concurrentiel ? Clair. Les autres, ça marche pas comme ça, ouais. Luco fait de... Raphaël, qui est un jeune homme brillant, fait de l'habitation. Voilà. Will Love fait de la voiture à la minute. Tu veux dire, il fait de l'habitation et que de l'habitation, et c'est ça son point faible, c'est ça ? Bon, faut pas qu'il regarde cette vidéo. Alors. On sait pas. Qu'est-ce qui se passe le jour où Luco fait de la voiture ? J'aurais pas la prétention de dire c'est un point faible. Je dis simplement c'est qu'il y a 2 approches. Est-ce qu'on cherche à révolutionner un marché par la niche, ou est-ce qu'on cherche à être mass market ? Toi, tu veux être mass market. Nous, on est là pour être mass market. On est là pour... Il faut essayer d'être humble en ces moments-là. Il faut avoir des vraies convictions d'entrepreneur. Et il faut avoir l'humilité de savoir que ça va être dur et que chaque jour on doute. Et que c'est la réalité. Mais on est là pour laisser une trace. Alors, quelle sera la trace du sillon ou du champ et quelle va être la qualité finalement de la récolte ? C'est à la fois nous, c'est à la fois le marché. Voilà. Mais on est là pour ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je rebondis sur l'histoire de Luco et de la maison et de la voiture. Toi, tu as mesuré, tu as réussi à voir qu'en fait, les gens, s'ils se rendaient compte que, tu as dit, ils viennent que si ça fait sens pour les deux. Ouais. C'est-à-dire que s'ils en ont qu'un, ils viennent ou pas. Mais quand ils en ont les deux, il faut que les deux aient du sens. Ah oui, donc c'est pas la même chose. C'est pas je vais en mettre un, mais en fait, pour mettre ma maison, il faut aussi que tu sois capable de me proposer pour la voiture. Non, d'accord. Dans ce cas-là, c'est pas un point faible pour Luco. Par contre, si j'ai une voiture ou une maison, je changerai pas, ça c'est sûr, juste pour la maison. Ah oui, c'est quand même ça. Donc clair. Ça, tu penses que là-dessus, tu vas pouvoir très concrètement grappiller des clients à Luco, par exemple. On fait de l'upselling très clair sur ce sujet. Aujourd'hui, on a plus d'un tiers de nos clients qui sont doublement équipés. Et c'est-à-dire qu'ils viennent d'un concurrent, par exemple... Qui a fait un et ils viennent derrière. C'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une histoire de... Et je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Je peux profiter de cet échange en disant que j'ai proposé à certains d'entre eux de créer un syndicat des néo-assurances parce que considérer qu'on n'est pas concurrent. Je réponds à ta question parce que tu me poses une question, je suis là pour répondre et on est là pour échanger à bâton rompu. Mais Léocare n'est pas concurrent de Luco, de Will Love ou de Lovis. Non. D'accord. Péniblement, à nous tous, on représente 100 000 contrats. Oui, ce qui est... Voilà. Le marché de l'IRD en France, c'est 50 milliards d'euros. D'accord ? 50 milliards d'euros. Donc dire qu'on est concurrent chacun représentant 40 millions, 50 milliards, ça n'a pas de sens. Ça va naître ce syndicat ? Pas sûr. Après, chacun... en tout cas, le passé des autres secteurs ont montré qu'au moment où l'on veut amener de la valeur, au moment où on veut être écouté, au moment où on veut avoir un peu plus de portance dans l'expression que l'on veut donner. C'est bien d'avoir ce syndicat. Parce que c'est certainement plus simple de s'exprimer par exemple sur l'amélioration de la résiliation. On a fait le minimum syndical, on a fait le réglementaire, on n'a pas trop poussé le sujet. On a tous intérêt à ce que ça aille plus vite et mieux. Il y a un certain nombre de choses. Alors, ça me fait me poser une question. Alors là, qui est une question hyper négative. Je m'en excuse par avance, mais, tu sais, quand on est donc on était sur la chaîne des investisseurs malins. Tous les gens qui nous regardent sont des investisseurs, et moi, je suis investisseur, je raisonne comme ça. Quand même, il y a un moment où je me dis, attends, c'est quand même vachement étrange. Dans les telcos, on l'a fait, on a eu la digitalisation. Les banques, on a des néobanques et on voit des néobanques qui cartonnent, qui font des millions, etc. Et je me dis, dans l'assurance, tu m'as cité 5 concurrents. Vous êtes 5, vous avez pignon sur rue, tout le monde utilise son smartphone, et tu viens de me dire on représente péniblement à nous tous 100 000 contrats. Ouais. Quand l'assurance traditionnelle représente 50 milliards. 5 millions. C'est-à-dire 5 millions de contrats. Donc 40 millions d'un côté pour faire simple, pour 40 milliards de l'autre. Il y a un rapport de 1 à 1000. Alors, forcément, la question que je me pose à ce moment-là, et moi, ma réponse instinctive, c'est de dire oui, mais je finis par me dire mais est-ce que j'ai raison ? Est-ce qu'il y a finalement un marché ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un marché de l'assurance, de la néo-assurance ? En un peu plus de 7 mois, le fait de représenter certes 1/1000 du marché, c'est déjà énorme. On est parti de rien, on est capable d'avoir le 1/1000 en quelques mois à nous tous, avec des moyens qui vont apparaître de plus en plus. Si on regarde toujours un petit peu les États-Unis, on sait que ça apparaît, même si le réglementaire est différent, je pose ça en préambule.
Un acteur comme Lemonade, il a quand même levé 420 millions de dollars. J'allais te citer Lemonade. Donc, après, est-ce qu'il est innovant, différenciant, etc. Trove, qui avait levé beaucoup d'argent à d'autres sujets, donc faut pas. Voilà, c'est le rêve américain, des fois c'est limite. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on a vu des levées. Louis Love a fait une levée, Lovis a fait une levée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché de l'assurance, de l'assurance, je ne parle pas de l'insurtech, parce que dans l'insurtech, il y a deux choses. Il y a juste, entre guillemets, les technologies et il y a la promesse client. Et c'est deux choses bien différentes. Shift Technology est une boîte extraordinaire, magnifique, voilà. Mais elle n'est pas néo-assurance. Elle répond plutôt à un problème des grands assureurs. Donc c'est deux approches. Dans la néo-assurance, c'est comme des signaux. D'avoir un, puis un deuxième qui lève 3, forcément il y aura 10, il y aura 40. Et donc ça, c'est en train de faire. Donc quelque part, la boule de neige est en train de grossir. Les levées de fonds sont là, mais les clients ne sont pas là pour l'instant. Ils sont là aux US, mais ils ne sont pas là en France. Même pas, parce que tout réuni, les monnaies n'a pas 500 000 contrats. Donc, on n'y est pas là. Donc même aux US, le marché n'y est pas. Moi, j'ai l'instinct comme toi que les néo-assurances vont fonctionner, puisqu'on voit les néo-banques. Mais et si on se plantait tous? Alors, si on se plantait tous, pourquoi tu es là aussi par rapport au fait qu'on ait voulu ouvrir notre capital bien sûr. Au grand public. Le sujet... Je terminerai sur le sujet là, mais pourquoi on le fait? Première particularité, c'est que 50% des Français sont assez attachés au modèle mutualiste sociétaire. C'est un fait, c'est franco-français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est assez proche de la confiance entre le fait que tu m'assures et le fait que je sois un militant, un sociétaire de la mutuelle ou de la banque assurance d'ailleurs dans lequel je suis. Donc ça tu veux un peu on y tient. Donc à partir du moment où on ouvre le capital au grand public, c'est bien parce qu'on veut faire le lien entre l'assuré et l'investisseur qui devient un ambassadeur, un influenceur, parce qu'aujourd'hui on dirait plutôt un influenceur qu'un sociétaire par rapport à ça. Ça c'est super. Ouais. Ceux qui, quand je discute avec des commerciaux de mutuelles historiques, il y a 20 ans ou 30 ans, qui étaient avec leur voiture et leur petit carnet de commandes. C'est exactement ça. L'influenceur aujourd'hui que tu es en parlant de nous, eh bien, il y a d'autres, dans une autre génération, faisaient la même chose et tournaient dans tout village. Et c'était la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. On a digitalisé pour s'exprimer plus globalement et ça te donne une audience beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait faire, on va dire, géographiquement à l'époque. Mais c'est ça. Donc le premier point, c'est de prendre conscience aussi que le consommateur est exigeant et surtout il est de plus en plus intelligent. Il veut comprendre ce qu'il achète. Et l'assurance, c'est quand même pas le truc le plus transparent. Et donc en donnant cette visibilité sur notre modèle économique, sur la transparence des prix, sur la façon dont on construit, dont on fait nos partenariats, ça c'est ces éléments-là. Le deuxième point, en faisant ce lien entre l'investisseur et l'assuré, c'est bien évidemment faire un effet de levier par rapport à ça. Dit autrement, je suis investisseur, je vais peut-être le dire à une personne, à 10 personnes, à 20 personnes. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le modèle économique, il est très simple, il est magnifique. Nous, quand on touche 100 euros, pour faire simple, on en garde 25 et on reverse 75% à nos partenaires porteurs de risque. Après, on peut... Donc vous n'êtes pas assureur, c'est un point que j'ai mentionné dans la vidéo. Alors, vous êtes apporteur d'affaires pour les assureurs. Non, on n'est pas apporteur d'affaires. Ah non, pas du tout. Ouais. Ce sont nos clients, etc. Donc on va revenir sur le... En tout cas, sur ce sujet-là, à partir du moment où le coût d'acquisition est un enjeu, comme dans tout marché B2C, bien évidemment, à partir du moment où on permet aux gens d'être à la fois assurés et investisseurs, et qu'eux-mêmes sont le porte-parole, l'ambassadeur, eh bien, la rentabilité est presque immédiate. Aujourd'hui, quelqu'un qui investit 500 euros dans les Léocare, on lui offre 6 mois d'assurance habitation, 4 mois d'assurance auto. Ça veut dire qu'au moment où il devient investisseur et qu'il utilise ce qu'on lui donne, c'est-à-dire ces deux éléments, il a déjà 50% de rentabilité. Dit autrement, par rapport à nos prix moyens, il vient de gagner 250 euros. Oui, et ça veut dire que toi, tu viens de les perdre en tant que boîte. Non, je ne l'ai pas les perdus parce que c'est par rapport à des coûts d'acquisition. Donc, tu as calculé que ça te coûtait 250 euros, toi, Non, c'est un peu différent. Je ne peux pas donner toute la transparence, mais c'est un peu différent. C'est entre avoir un investisseur assuré dont je lui ai donné des moyens d'apprécier la rentabilité en tant qu'investisseur, est un magnifique ambassadeur pour la marque Léocare, ce qui est un peu différent. Alors ça, c'est très bien à l'instant T, mais Léocare veut se développer pendant des années et des années et des années. C'est clair. Et j'imagine que tu ne vas pas être en levée de fonds tout le temps. Non. Donc, ça se termine le 10 août toujours, c'est ça? Comme on devrait dépasser les 100%, on devrait
Voilà, ça, dépasser le timing. On devra le donner ou un peu plus tard. Alors, mais comment dans un an, 2 ans, tu n'auras plus ce truc d'investisseur ambassadeur. Alors, c'est une très bonne remarque. Nous, ce que l'on voit, c'est que d'abord en France, on a beaucoup de mal, ça tu le sais, tu dois le dire régulièrement pour le partager. Les gens ont beaucoup de mal à investir dans l'entreprise. Je parle même pas de start-up, dans le cousin boulanger, dans le copain plombier, dans lui donner un petit coup de main avec 500 000 balles. Non, on va à la banque, etc. Donc on a une culture qui est comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Seulement 7% des Français qui ont des actions d'entreprise. Voilà. Ce qui est incroyable. Tu connais mieux ce monde-là que moi. Ouais, c'est incroyable. Donc, il y a cette espèce de frein psychologique par rapport à ça. Il y a aussi cette vision un peu que c'est réservé au CSP+, il faut être un peu... voilà. Moi, ce que je le dis face à la caméra, combien d'entre nous connaissons la frustration d'avoir un jour testé ou avoir été early adopter de tel ou tel service et qui aujourd'hui est tout en haut des univers boursiers en étant des milliards en termes de valorisation. Il faut bien voir que... Si on avait pu investir à l'époque, c'est ça, oui. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce que l'on fait est unique. C'est une vraie volonté de nos investisseurs Business Angels et c'est une vraie volonté du management de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté au sens psychologique, au sens humain, au sens social, de faire cette ouverture. Comme tu le dis, ça ne va pas durer. Donc, ceux qui pourront en bénéficier aujourd'hui, je pense que ce sont des vrais chanceux, il faut le dire, par rapport à l'évolution et la valorisation qu'on est en train de travailler, avec notre travail, etc. Et donc, quand ça va se refermer, ça sera terminé. Ça, il y aura le marché secondaire. Et voilà. Et donc, il y a aussi le marché secondaire. Pourquoi c'est intéressant ? Quand on a décidé d'ouvrir au grand public, on s'est dit plusieurs choses. Est-ce qu'on va en bourse ? Compliqué. À ce stade. Est-ce qu'on fait du crowdfunding equity ? Ouais, mais enfin, le process, tu le connais mieux que moi, il est quand même long. La déclaration d'impôt, la validation, etc., etc. C'est quand même pas très grand public au sens, c'est pas un public que d'avertis. Donc, cette volonté... Là, ça devait être simple, ça devait être accessible au plus grand nombre d'entre nous et les prérequis, voilà. Et quand on a vu avec cette plateforme Cryptown, donc avec des équipes de marque, que finalement, et grâce à la loi Pacte depuis avril 2019 votée par l'Assemblée nationale, eh bien, ça répondait exactement à ce qu'on voulait. La simplicité, un portail, une carte bleue, une carte d'identité. L'accessibilité, c'est une décision de notre part d'être à 19,20 €, donc vraiment de rendre à plus grand nombre. Et de faire un vrai lien entre investisseurs et assurés en donnant des intérêts à 200 €, à 500 € par rapport à nos produits. Ok, super. Donc ça, ton idée en fait, si je comprends bien, c'est de dire à tout moment, n'importe qui... Est-ce que, la question que je veux te poser, c'est est-ce que finalement, pour toi, dans un monde idéal, tous tes clients devraient être tes actionnaire ? Oui, pas de problème avec ça. Ouais. Dans un monde idéal, je pense qu'on a quelques freins on va dire, historique sur les gens qui investissent, sur la peur d'investir, sur le livret, etc. Donc on a des freins historiques, mais si on terminait Cryptown avec 100 000 clients, 100 000 investisseurs, qui devenaient 100 000 clients, ça veut dire que notre coût d'acquisition serait de 0. D'accord ? Ça veut dire que naturellement, leur investissement, il est déjà rentable pour les 2 premières années en ayant peut-être gagné 50% par rapport à la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant de se sentir concerné par son produit ? Tout le monde est... Quand on est sur les réseaux et qu'on donne un avis sur la couleur, sur la qualité de service, sur etc., finalement, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en amont, cette caractéristique française mutualiste autour de ça, il y a ce sentiment, on ne va pas donner de marque, mais toutes les grandes New York Tech, etc., il y a eu ce sentiment très longtemps, qui je pense disparaît au fur et à mesure dans le temps, mais il y a eu ce sentiment très fort d'être un peu communautariste au sens très positif du terme et de se sentir impactant, influençant parce qu'on connaissait un administrateur de la caisse, etc., comme ça marche encore dans certaines banques, et il y a un rôle très fort d'influenceur. Donc nous, aujourd'hui, en reprenant ce modèle-là, pour répondre à ta question très simplement, si tous nos clients étaient investisseurs, on en serait plus heureux. Exactement. En revanche, sur le marché secondaire, donc là j'ai compris dans ce que tu m'as dit que si on investissait aujourd'hui, on avait en plus une offre sur les 6 premiers mois offerts de tel, etc. Voilà. Par contre, donc, ce qui est très positif pour ça, c'est pour que les entrants. Pour les nouveaux entrants, grâce au marché secondaire, n'importe qui va pouvoir devenir actionnaire de Léocare à n'importe quel moment. Mais en revanche, si j'achète sur le marché secondaire, j'ai plus les bonus. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc quel intérêt j'ai c'est simplement, moi en tant qu'investisseur, si je crois au modèle. Mais c'est pas pour bénéficier des bonus. Non, pas des bonus, mais la rentabilité quand même. De la rentabilité, bien sûr. Ok. Alors je voulais te parler de la valo, bien sûr. Oui.
Avant ça, tu m'as posé une question tout à l'heure sur le modèle économique. Tu m'as dit vous êtes pas assureur. Alors, oui, c'est très simple. Donc on est d'accord, vous n'êtes pas assureur. On n'est pas au sens ACPR du terme, nous ne sommes pas assureurs. Ouais. Est-ce que c'est intéressant finalement de l'être? Je pense pas, mais tu vas nous dire. Quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est pas nous qui avons inventé la chaîne de valeur. Hein. Ça s'appelle un courtier ou un agent ou un apporteur d'affaires qui peut être distributeur et gestionnaire. Il y a un porteur de risque qu'on appelle classiquement un assureur et souvent, suivant la taille, il y a aussi un réassureur. C'est ça la chaîne de valeur pour produire et à la fois distribuer et gérer tout ça. Qu'est-ce qui est important à ce stade où on part d'un secteur où il y a zéro relation client, et je respecte le passé bien évidemment, mais c'est zéro parce que finalement on voit ce que c'est l'interaction client avec une marque au quotidien, on voit bien dans l'assurance c'est zéro. Donc pas de relation client, pas de proximité de service et une vision administrative, opacité et assez négative de la vision de l'assurance. Est-ce que dans la création de services, la création de produits, les enjeux de distribution et de relations clients et la qualité de service dans la gestion de sinistres, est-ce qu'aujourd'hui, avec nos partenaires, qui s'appellent Europe Assistance, qui s'appellent Alliance, qui s'appellent Generali L'Équité et d'autres d'ici la fin de l'année, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons été freinés dans notre capacité à servir nos clients comme ils le souhaitent, le mobile, la simplicité, la transparence, et d'avoir construit nos propres produits et trouvé des partenaires qui, techniquement, acceptent de porter ce produit. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la réponse de l'Eaucaire, elle est non. Donc la levée de fonds qu'on est en train de faire, est-ce que c'est pour être solvabilité 2, etc., ou est-ce que c'est pour servir le client? Notre réponse est très claire, c'est le digital, c'est l'expérience client. Voilà. Donc pour nous aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à la taille du marché, et c'est même pas une sorte de taille du marché, j'ai tort de le dire, c'est par rapport à la compréhension et les services que les gens sont prêts à prendre. J'ai des exemples très concrets. Quand on a voulu lancer directement l'habitation en faisant de l'habitation à la présence, il y a plein de choses très intéressantes à faire. 85% du risque d'une habitation, c'est le vandalisme et c'est le dégât des eaux. Avec la présence, on n'a pas besoin de mettre des capteurs et des trucs un peu compliqués. Il y a des choses très intéressantes à faire. Quand on a voulu ne pas appeler ça tout risque, mais premium en amenant des services intégrés dedans, les gens ne comprenaient pas. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui nous semblent importantes à franchir, où on se consacre aux clients. Comme dit dans une vidéo aujourd'hui un de nos actionnaires, Jacques Verlingue, qui est un grand monsieur de l'assurance et du courtage, lui, il ne dit pas l'expérience client, il dit comme on va adapter l'assurance à l'expérience de notre client. Et autrement, on va être très proche de lui. Et bien ça, aujourd'hui, ça ne nécessite pas d'être assureur. Ça veut dire que pour notre client, il a le meilleur des deux mondes. Il a l'expérience de l'Eaucaire, connecté, le chat, la visio, les photos, au moment où j'ai un sinistre, je ne me déplace plus, etc. Et il a la solidité derrière lui de grands groupes que l'on a choisi dans son intérêt. Ça veut dire bien sûr qu'une grosse... Non mais merci pour cette précision, c'est hyper important. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes quand même capable, et ça c'est hyper intéressant, de concevoir des produits d'assurance, que vous faites après porter par des porteurs de risque. Tout à fait. Ça c'est hyper intéressant. C'est pas le produit sur étagère. C'est ça, voilà, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas apporteur d'affaires autres, ce qui est aussi un modèle économique qui fonctionne très bien, qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est de mettre dans la main de nos clients quelque chose de simple qu'on a conçu avec eux. L'histoire de l'Eaucaire, c'est quand même pendant 6 mois, comme on dit souvent le fameux MVP. Ça a duré 6 mois, entre le 1er décembre 2017 et le 14 juin 2018. Et avec ces 150 personnes, on a énormément changé de choses. On s'est beaucoup questionné sur le nom, la variabilité, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une chance et on le garde régulièrement. On a environ chaque semaine, on sollicite une trentaine de clients pour toujours faire évoluer. Donc c'est ça qui est important. Alors, bien sûr, ça veut quand même dire que une grosse partie de l'argent qui est payé par le client va pas pour vous, mais pour le porteur de risque. 75%. Tu disais tout à l'heure 75%. C'est en moyenne, ça peut être 80 sur les produits. Il vous en reste 25. Voilà. Et pourtant, c'est vous qui devez supporter l'ensemble du coût d'acquisition. Tout à fait. Évidemment. Bien sûr. Comment ça s'équilibre dans vos comptes ? Comment vous êtes rentable ? Parce que c'est le propre de notre métier, de notre valeur. La valeur, elle est bien dans la distribution et du produit et dans sa gestion. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Le modèle économique de rentabilité, il est très simple. Ça s'appelle le coût d'acquisition sur commissionnement. Voilà, c'est basique. Et il y a un troisième critère important dans l'appréciation, c'est la lifetime value. Voilà. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, je ne citerai pas, ils ont une lifetime value d'à peine 2 ans. Donc quand tu as à peine 2 ans et que tu as un coût d'acquisition qui représente à peu près tes 2 années de commissionnement,
c'est un peu délicat. Hein. Donc nous aujourd'hui on travaille à la fois sur le coût d'acquisition pour amener cette rentabilité, faire baisser et amener cette rentabilité entre 12 et 18 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est à peu près à 106 € de coût d'acquisition de clients, on est à 106. On est en train de, tous les trimestres à peu près, on baisse de 10% par rapport à ça. Donc cette rentabilité, si tu fais le calcul de tout ce que je viens de dire, tu vois bien que un an et demi, la rentabilité du client arrive et tout l'enjeu, c'est la lifetime value qui donne la rentabilité à un investisseur. Aujourd'hui, vous êtes sur 12 à 18 mois de renta et avec une lifetime value pour l'instant qui est de combien? C'est trop tôt peut-être pour le dire. Alors nous, aujourd'hui, on suit chaque mois le taux des abonnements. Voilà. Il est à 99,9, donc ça n'a pas de sens. On ne va pas dire aujourd'hui, on va faire les fiers à bras parce qu'on est à 0 de churn. Ça n'a pas de sens à notre taille. Il faut grossir pour voir. Deux quand même statistiques intéressantes. Les assureurs en ligne qui sont juste sur le prix, ils sont à peu près 2 ans. Lifetime value, le marché français est un peu plus de 5 ans. D'accord. Donc même eux, ils sont plus mauvais, beaucoup plus mauvais. Même si forcément la lifetime value va se réduire avec la dynamique de churn, comme elle s'est réduite, si on prend encore les télécoms, il y a eu une explosion du churn, et puis après il y a eu de moins en moins d'acteurs, et puis ça s'est consolidé, et finalement aujourd'hui il y a beaucoup moins de churn que ce qu'on a connu dans les années 2000. Il se passera forcément la même chose, ça va s'ouvrir très fort, ça va se resserrer, et après ça va se reconsolider. Et beaucoup d'acteurs vont mourir. C'est évident. C'est dangereux. Comment tu fais pour que ce ne soit pas les hawkers qui meurent? C'est évident. C'est évident. Alors, si on regarde dans les autres secteurs, une fois qu'il y a l'explosion d'un secteur et que tout le monde a pris la place, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui meurent, sauf des choses un peu particulières. Il est souvent racheté à la position, au nombre de lignes. Enfin bref, on connaît tous les. Ça fait partie des choses que tu peux éventuellement envisager. Ça fait partie du risque que l'on doit en tant que responsable. Je profite que tu sois là et pour le dire aussi face caméra, c'est que bien évidemment, investir dans les hawkers, c'est un produit financier et donc à aucun moment on écrit qu'il n'y a pas de risque. Ça serait d'être un monster, je risquerais même en tant que mandataire social des enjeux. Bien sûr, c'est risqué. Donc c'est un produit risqué, il n'y a aucune ambiguïté. Ce que je dis simplement, c'est que... Et investissez avec responsabilité, l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Parfait. Tout à fait. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'on a une sacrée responsabilité. Parce que prendre, entre guillemets, demander à des investisseurs grand public, c'est encore différent de travailler avec des investisseurs professionnels. Donc nous, là-dessus aussi, on se sent très responsable, et on le dit à l'équipe et on le partage avec Noureddine, que ce choix est un choix fort, un choix qui vous donne encore plus de responsabilité quelque part qu'un univers un peu moins vrai, monde boursier, monde un peu moins direct, on va dire. Là, les investisseurs, on a leur nom, leur prénom, ils vont avoir des intérêts clients. On est en train de préparer un concours, je tirerai au sort pour les t-shirts signés par l'équipe, etc., etc. Donc on va être très proche de ces gens. Et de la même façon qu'on a été très proche des 150 premiers qui nous racontent de temps en temps une histoire, qui nous ont des trucs, avec cela on aura une autre histoire. Et ça sera aussi un autre palier. Donc ces choix-là ont un enjeu moral et social assez fort par rapport à ça. Donc voilà, je fais une parenthèse. Donc par rapport à la rentabilité, le modèle s'écrit assez bien. Pour les techniciens, coût d'acquisition sur commissionnement, par rapport à la lifetime value, voilà, où est le combat entre des produits rentables, le coût d'acquisition et la durée sur laquelle on peut amortir le contrat. Ok. Alors je voulais donc te parler de la valo. Oui, tout à fait. C'est un point important, on n'en a pas encore parlé, donc rapidement, juste avoir ton point de vue. Moi j'ai trouvé, je crois que tu le sais, tu as dû voir la vidéo, tout à fait, j'ai trouvé que la valo était élevée et j'ai trouvé que, en parallèle bien sûr, qu'est-ce qui m'intéresse dans la valo, c'est les actifs de la boîte, notamment le chiffre d'affaires et les clients actuels, forcément. Donc j'ai trouvé que la valo, sans la citer, était assez élevée par rapport au nombre de clients actuels. Et j'ai trouvé aussi que le nombre de clients actuels était relativement bas, même si je suis sûr que j'espère que tu vas me dire l'inverse, par rapport à une première levée de fonds de plus d'1 million d'euros. Comment t'expliques ça? Quels sont tes éléments de réponse là-dessus? On est sur un marché dont la cible potentiellement, si on prend l'auto-habitation de 30 milliards, on rajoute le deux roues, on est autour de 35 milliards. Donc on est sur un marché de 35 milliards environ d'euros en France seulement, sans parler de la capacité à aller sur d'autres marchés européens, sur le Maghreb et d'autres pays d'Afrique. Donc d'abord, on a un marché assez important. Deuxièmement, on est au début d'une révolution. Peu ou prou, est-ce qu'elle durera en 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ça, c'est un des enjeux importants. Mais de toute façon, c'est enclenché. Le troisième point, pour pouvoir réussir, il faut avoir des assets. Parce que sans assets technologiques, on n'ira pas au combat. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, avec les assets que l'on a,
on peut faire x10, x100 en temps réel par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui chaque minute si je regarde le nom du dernier client qui a été fait. Donc la valorisation, elle est prise à la fois bien évidemment sur les clients, elle est prise sur la structuration de l'entreprise avec ses partenaires qu'il y a derrière, parce que aller quand même convaincre des gens, des leaders européens comme Allianz, comme Generali, Europe Assistance, de partir avec nous et de faire des produits innovants. Je pense qu'il y a plein de gens à aller les voir, on ne doit pas être les seuls. Et nous choisir, c'est que certainement, ils ont un certain nombre de critères qui répondent à leurs propres critères pour faire le choix. Donc il y a ces critères-là. Et puis il y a les assets technologiques qui font qu'on a quand même réussi à construire chez Leoker et Trolitech une plateforme temps réel qui démontre chaque jour qu'on est capable de faire quelque chose que peut-être que les acteurs historiques pourront faire dans 5 ans, 10 ans, ou peut-être qu'ils seront obligés de faire un Big Bang de leur système d'information pour changer complètement. Ou de vous racheter, on vous le souhaite. Est-ce que être racheté est une fin en soi? Je pense qu'avec Noureddine, on est des entrepreneurs dans l'âme. On l'a montré par le passé dans les 12 entreprises dans lesquelles on a soit travaillé, soit on a été cofondateur. Et on est resté 15 ans dans nos expériences précédentes où on a su valoriser aussi l'argent qui nous était confié par nos investisseurs. Et d'ailleurs, ces entreprises continuent à vivre, ce qui est très bien par les gens qui continuent à la gérer. On n'est pas là pour faire un coup. C'est-à-dire que si on avait vraiment voulu faire un coup, peut-être qu'on pourrait déjà s'arrêter. On a montré qu'on avait un brin de notoriété, on a montré quand même que des grands acteurs nous faisaient confiance, et on a montré que notre plateforme technologique qui est auditée par nos partenaires, elle tient la route et elle peut largement faire plus loin. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On a dit tout à l'heure dans notre échange, on est là pour marquer le marché de l'assurance en France et à l'étranger, d'être un référent en se retournant dans 5 à 10 ans plus tard. Donc nous, on est là, bien sûr, il faut montrer sa rentabilité, ou en tout cas ces éléments de notoriété. Est-ce que la rentabilité s'exprimera simplement par la vente? Alors, il faut être lucide. Peut-être que vendre ou faire des échanges d'actions parce qu'il y a un levier intéressant, ça restera l'intérêt. Mais dans l'intérêt de l'investisseur, et on sait ce que ça veut dire des investisseurs, on a 21 business angels aujourd'hui qui sont dans différents secteurs d'activité. Ils nous ont choisis, on les a choisis, à la fois pour notre background, notre historique, à la fois pour ce qu'ils ont compris du projet. Et c'est des gens qui nous suivent depuis 2 ans et qui constatent que trimestre après trimestre, d'une fois sur l'autre, on reprend ce qu'on s'était dit la réunion d'avant, on l'a bien exécuté, et on se projette sur les années suivantes. Donc cet enjeu de valorisation, qui a été fait par 3 sociétés différentes, par 4 modes de calcul différents, c'est pas nous qui l'avons effectué, c'est pas nous qui avons décidé ce matin, tiens, c'est pas du tout. 3 sociétés différentes, 4 modes de calcul différents, avec comme toujours une échelle du plus bas et du plus haut, qui était, je crois qu'il devait y avoir 1,7 million ou 2 millions d'écart entre les deux. Peu ou prou, on a décidé de trancher au milieu. Voilà, on a pu trancher un peu plus haut, un peu plus bas, on a fait une règle un peu simple de faire ça. Donc c'est important de se dire quand même que c'est des professionnels qui l'ont fait, que ce soit des professionnels chez Cryptown, que ce soit des professionnels dans ce que nous, les gens avec qui on a travaillé, que ce soit des professionnels avec lesquels on travaille en termes d'analyse de nos comptes. C'est ce qui a conduit à ça. On peut toujours dire que c'est trop ou pas assez. Peut-être que par rapport à ta vision, tu pourrais dire que c'est trop parce que quelques milliers aujourd'hui de clients, c'est pas énorme par rapport aux millions de contrats. Mais enfin, faire tout ça en 6 mois avec très peu de moyens, on se dit que dès qu'on passe à l'échelle, l'histoire peut aller très très vite. Et on a vu certains acteurs qui, dès qu'ils avaient démontré à petite échelle qu'est-ce qui se passait dès qu'on leur donnait les moyens d'accélérer, parce que c'est ça aussi lever des fonds. C'est qu'à partir du moment où on a démontré une étape de rentabilité, qu'on a démontré une étape d'acquisition client, qu'il y a une véritable appropriation, cette étape de développement, c'est tout simplement des investisseurs qui donnent les moyens à des entrepreneurs de dire, voilà, vous nous avez montré un certain nombre de KPI, on vous permet d'accélérer par ce biais. Donc je ne peux pas être plus honnête que ça en répondant à ta question en disant est-ce que c'est trop ou pas assez par rapport à cette valo. On a fait confiance à des professionnels, ils se sont eux-mêmes exprimés. Je pense qu'on a été très transparent dans le white paper. Je pense qu'on a, sur les 47 pages ou quelque chose comme ça, on a donné beaucoup d'informations sur le modèle, sur comment on l'a pensé, sur le produit, les offres, les évolutions. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui manque. Il y a un point pour rebondir, mais bon, j'entends ta réponse et elle est d'accord. C'est une réponse classique, très bien, et je suis pas
tout à fait. Enfin, la valo d'une boîte, elle se décide quand même aussi beaucoup par les fondateurs au moment où ils veulent arrêter. Tu me dis que tu l'as fait dans des fourchettes qui t'ont été communiquées, mais bon, au premier tour, par qui mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais répondre de deux façons. Le premier tour, c'est évident que c'est les fondateurs. J'arrive, quand on est allé voir nos premiers business angels, avec Noureddine, un jeu de slides sous le bras, en disant voilà les gars, on va révolutionner l'assurance, voilà ce qu'on va faire. Alors ça vaut quoi C'est difficile. Voilà. Là, on n'est pas là. Il y a des assets technologiques, des contrats avec des acteurs leaders européens dans leur secteur, des clients et une véritable roadmap qui permet de montrer. Donc on n'est quand même plus que dans la promesse, même si bien évidemment une valo c'est aussi une promesse derrière. Et puis pour ceux qui sont là, j'ai un autre élément intéressant, c'est que personne n'a obligé nos business angels à revenir dans le deuxième tour. Ils sont tous revenus ? La moitié, un peu plus la moitié, 70% sont revenus. Parce qu'aussi on a fait rentrer des nouveaux. Et on ne voulait pas non plus que... Il y a moi je trouve un grand absent du white paper, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'infos, c'est les résultats de 2018 et de début 2019. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, les résultats 2018, le compte de bilan consolidé des deux structures, c'est moins 318 000 euros. De résultats ? Moins 318 000 euros de résultats. Et de CA ? Et au global, ça doit faire les provisions plus amortissement, parce qu'on fait de la R&D, donc ça rentre aussi dedans. Alors, en termes de prime annuelle, on est un peu plus de 200 000 euros sur les à peine 6 premiers mois de tout ça. Donc, on a à peine 200 000 euros de prime annuelle collectées sur les 4 derniers mois de l'année 2018. D'accord. 2019, tu as des chiffres à nous partager ? Alors, 2019, c'est écrit dans le white paper, les objectifs. C'est écrit à partir de juillet, ouais. On n'a pas de janvier à juin. Non, mais il y a les chiffres globaux. Donc, la question, est-ce qu'on est dans nos passages, dans vos clous, à 2, 3 ou 4% près d'un mois sur l'autre ? Alors, il faut être bien clair que notre histoire, c'est pas ça. C'est d'un mois sur l'autre, ça fait ça. Puis des fois, ça redescend un petit peu, puis ça remonte. La dérivée est cohérente avec ce qu'on cherche à faire. Mais... on a constaté qu'on a fait des semaines à moins 5% par rapport à la semaine précédente. Donc voilà, mais la dérivée est cohérente par rapport à ce qu'on a, en tout cas ce à quoi on s'est engagé à faire pour nos investisseurs. Ok, chouette. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce que tu veux le mot de la fin ? Le mot de la fin ou pas, hein, sinon. On n'était pas... sincèrement, avec la plus grande honnêteté qui me caractérise, peut-être des fois à tort d'ailleurs, et transparence, on n'était pas obligé de faire cette ouverture au grand public au marché. Parce qu'on parle de 200, 300 000 euros, je pense que tu es un spécialiste et tu sais qu'avec un seul business angel, on va les chercher. On cherche vraiment à faire un succès collectif. On cherche à avoir le plus grand nombre de personnes pour en faire un vrai succès collectif. Et on ne peut pas se lancer dans l'assurance sans croire à la réussite collective. Parce que finalement, le modèle français, le fait de bien assurer les gens, c'est aussi parce qu'on doit rester, de notre point de vue, solidaire par rapport à ça. Et donc, si je profite de l'audience que tu nous permets d'avoir et de nous offrir, c'est de se dire, on est disponible. Je pense que peu de chefs d'entreprise ont mis leur nom, leur mobile et leur mail accessibles pour répondre à qui que ce soit se connecte. Ouais, c'est-à-dire que là, ça peut sonner. Et n'importe qui me posera la question, je répondrai aussi franchement de ce que tu dis. Donc on veut montrer qu'on veut inclure le plus grand nombre de Français dans un projet collectif qui dépassera les frontières, en étant tellement transparent que vous avez accès à tout et même à mon mobile perso pour me poser des questions directement. Donc la seule chose que tu peux nous souhaiter, c'est bien évidemment le succès par rapport à ça, c'est dépasser les 100% et c'est de donner certainement peut-être un peu de fenêtre en septembre pour permettre aux derniers retours de vacances de devenir investisseurs et de faire avec nous, d'écrire l'histoire peut-être de l'assurance en France. Génial. Donc on a dit c'était prévu pour 10 août finalement, donc c'est ça, hein, c'est une bonne conclusion, ça devrait déborder sur septembre normalement. On le fera pour des raisons voilà. Super, donc si tu regardes cette vidéo et qu'il est on est en septembre, précipite-toi, il y a peut-être encore temps. Si tu veux investir bien sûr dans les OKR, encore une fois, en ayant fait tes propres recherches, cette vidéo n'est évidemment pas un conseil d'investissement, je ne suis pas personnellement investisseur dans les OKR, etc., etc. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Gabriel, c'est bien de venir nous voir, tu as fait une première vidéo, j'aime ce principe de transparence et d'ouverture.
C'est aussi bien de ta part de nous avoir laissé le droit à la réponse. Exactement. Parce que je fais les premières vidéos sans vous contacter, c'est jamais. Donc la deuxième, c'était important que tu puisses t'exprimer. Donc... Et nous, étant très à l'aise avec ça, franchement, merci d'être venu, on apprécie ta présence. Avec plaisir, génial. Chouette.